Bienvenue dans le débat consacré à l'Iran alors que des élections législatives ont lieu demain. Premières élections depuis la mort de Mahsa Amini il y a 1 an et demi. Ces élections, elles vont se jouer entre conservateurs. Les appels au boycott des réformateurs se multiplient. L'abstention devrait être particulièrement élevée. Ces élections ont aussi lieu dans un contexte d'escalade de la violence au Proche-Orient alors que la guerre entre Israël et le Hamas va bientôt entrer dans son 5e mois et que les Houthis poursuivent leurs frappes en mer Rouge malgré les interventions américaines au Yémen. On va donc revenir sur l'enjeu de ces élections iraniennes. Sont-elles jouées d'avance? Où en est le mouvement Femmes, Vie, Liberté? On va revenir aussi sur la position de l'Iran dans cet affrontement avec l'Occident dans ce contexte de guerre entre Israël et le Hamas. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour en parler justement Amdam Mostafavi. Bonsoir. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de l'Express. L'Express donc cette semaine qui titre sur l'Iran, le nouvel axe du mal. Et donc, vous faites un dossier entier, justement, sur l'Iran. Tous les angles sont, j'imagine, abordés. Et merci d'être avec nous ce soir pour en parler. En face de vous, Shirin Ardakani est avec nous. Bonsoir. Merci d'être là, présidente fondatrice de Iran Justice. Vous êtes avocate de la famille de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, l'une des grandes figures du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Elle est incarcérée en Iran, dans la prison d'Evin, pour une peine de 12 ans. Et elle publie, alors qu'elle est en prison, Torture blanche. Ça, c'est un livre qui va sortir le 6 mars prochain, un livre de témoignages de prisonnières politiques. Merci d'être avec nous. Bernard Ourcade, merci d'être avec nous dans le débat, géographe spécialiste de l'Iran, directeur de recherche émérite au CNRS et vous êtes également auteur de Iran, paradoxe d'une nation aux éditions du CNRS. En face de vous, nous avons également Azadeh Kian. Bonsoir, vous êtes professeur de sociologie politique à l'Université de Paris-Cité. Votre dernier livre est en anglais exclusivement, Rethinking Gender, Ethnicity and Religion in Iran. Et ça, c'était chez Bloomsbury Publishing. Merci d'être là. On va d'abord, avant d'engager cette discussion, faire un point en images sur ces élections législatives qui ont donc lieu demain. 61 millions d'Iraniens appelés à élire 290 députés du Parlement pour 4 ans. L'Assemblée des experts doit aussi être renouvelée. Elle est composée de 88 membres, tous religieux. Ça sera une élection pour 8 ans de cette Assemblée. Enjeu du scrutin en images avec Ludovic de Foucauld. Téhéran vit ses dernières heures de campagne. Partout, des posters, des slogans, mais chez les habitants, lassitude et désillusion dominent. Je n'ai de préférence pour personne, mais je vois rien de nouveau, aucune idée nouvelle. C'est juste les mêmes phrases creuses. Le plus gros problème avec cette élection, c'est le manque de confiance des gens dans la pertinence du Parlement. La Majles, ou Assemblée consultative islamique d'Iran, est supervisée par le Conseil des gardiens de la Révolution, lui-même largement dominé par le guide suprême qui concentre l'essentiel des pouvoirs dans le système théocratique iranien. Bref, le Parlement a une marge de manœuvre limitée, mais ça n'empêche pas le porte-parole du Conseil des gardiens de la Révolution de penser que l'élection à venir est d'ores et déjà un modèle de démocratie, même si la plupart des réformistes ne se présenteront même pas. Pour chaque siège au Parlement, environ 52 personnes de différents partis et sensibilités politiques sont en compétition. Et la décision finale revient naturellement au peuple. Le nombre de candidates est 6 fois supérieur au nombre de sièges au Parlement, ce qui signifie que pour un siège, il y a environ 6 femmes en lice. 6 femmes par siège peut-être, mais elles ne représentent que 12% des candidats déclarés. Parmi elles, Afifé Abedi, une des rares à évoquer les événements de 2022 déclenchés par la mort en détention de Mahsa Amini. Elle avait été arrêtée pour port du voile non réglementaire. Il faut aussi prendre en compte ceux que l'on ne voit pas et qui ont des habitudes, des goûts différents, qui s'habillent différemment. Si je suis élue députée, je serai leur représentante. Sur 290 sièges que compte l'Assemblée, 16 sont occupés par des femmes. Mais leur place dans la société iranienne n'est pas le seul enjeu de ce scrutin. L'économie, les sanctions occidentales, le programme nucléaire restent les thèmes principaux d'une élection qui devrait confirmer une tendance lourde, une participation qui ne cesse de chuter en même temps que la confiance des Iraniens dans leur représentation politique. Et on retrouve tout de suite notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Siavosh, bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que le seul suspense, finalement, est celui du taux d'abstention ?
C'est la principale question et le principal enjeu de cette élection pour le pouvoir. Selon un dernier sondage qui a été publié hier par l'agence ISPA, donc, qui est une société assez sérieuse dans les sondages qui ont été menés ces dernières années, quelques 38,5% des électeurs sont décidés d'aller voter. Il y a également 7,5% des électeurs qui vont probablement participer à l'élection. Mais en revanche, sur le plan national, 32,5% des électeurs se disent certains de ne pas aller voter donc demain. C'est un pourcentage assez important. Et surtout à Téhéran, il y a, puisque la compétition est plus politique, il y a seulement 23,5% des électeurs qui se disent certains d'aller voter, donc un taux très bas. Traditionnellement à Téhéran, les électeurs ne votent pas en grande masse, et donc cela confirme donc cette tendance depuis plusieurs années que les électeurs à Téhéran ne vont pas participer massivement à cette élection. L'enjeu, c'est le contrôle du Parlement, mais aussi l'Assemblée des experts. Comme vous l'avez dit, cette Assemblée est formée de 88 religieux et aura une tâche très importante puisqu'elle est en place pendant 8 ans et devra choisir le successeur du guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, qui est âgé de 85 ans. Donc très probablement, dans les prochaines années, cette Assemblée va donc choisir le prochain guide suprême iranien. Merci Siavash Ghazi, donc en direct de Téhéran. Hamdam Mostafavi, finalement ces élections, à quoi servent-elles? Sont-elles jouées d'avance? Alors oui, elles servent en tout cas pour le régime. C'est un régime qui est né d'une révolution du peuple quand même. Et donc c'est important, le processus électoral dans la mythologie, on va dire, de la République islamique, ça s'appelle la République islamique, et ça doit jouer le rôle, en tout cas, d'une démocratie, au moins en apparence. En apparence, vous dites, c'est quoi, c'est une mascarade en fait? C'est en tout cas quelque chose auquel on a vu, il y a eu énormément d'élections et des taux d'abstention de plus en plus forts. Il y a toute une partie de la jeunesse qui ne se sent pas représentée, et pas seulement la jeunesse, on a vu quand même le mouvement Femmes, Vie, Liberté qui a brassé aussi plus largement. Donc, et là, dans le cas précis des candidats, en tout cas du choix des candidats, alors d'un côté, c'est deux choses très différentes, mais l'Assemblée des experts, les candidats qui n'étaient pas... C'est déjà une assemblée que de religieux, donc c'est déjà assez particulier, et ces religieux ont été déjà présélectionnés, c'est-à-dire que c'était que des religieux déjà ultra-conservateurs. Et ensuite, dans le cas du Parlement, le Parlement a certes théoriquement le rôle de voter les lois, etc., mais ces lois peuvent après être aussi invalidées ou changées par un conseil de validation. Donc, entre guillemets, ça n'a pas non plus un pouvoir extraordinaire. Azad Ekian, mais pourtant, justement, mesurer le taux d'abstention, c'est ça qui est important. Que le fait, alors justement, ce que disait Siavash, c'est qu'à Téhéran, finalement, on ne vote pas. Donc ça reste un indicateur important. Non, écoutez, il n'y a pas que Téhéran, la capitale, mais la province de Téhéran, la province d'Ispahan, où le Kurdistan sont parmi les provinces qui, historiquement, participent très peu, voire aux alentours de 20% aux élections législatives. Mais néanmoins, les autres provinces qui faisaient quand même que, par exemple, lors des dernières législatives, le taux était aux alentours de 40%, c'était Charmal Bakhtiari, les Lors, c'était des Baloutches qui, cette fois-ci, ne vont pas voter, ou en tout cas, s'ils votent, ça sera un petit pourcentage. Pourquoi? Parce que ces gens ont participé au mouvement Femmes, Vie, Liberté, ont été massivement réprimés, et que leur chef tribal ou leurs chefs religieux n'ont pas du tout appelé à aller voter, et donc les gens ne votent pas. Et de Baloutchistan, par exemple, on a des informations que j'ai reçues il y a une heure, que même les candidats, il y a quelques candidats qui ont vu même leur affiche arrachée, les gens ne vont pas aller voter. Donc ce qui fait que dans l'ensemble du pays, on peut s'attendre à un taux de participation encore plus bas que les dernières législatives. Il ne faut pas oublier que le mouvement Femmes, Vie, Liberté est passé par là, et la répression surtout. À cela s'ajoute la corruption, un régime qui est de plus en plus dictatorial, et le verrouillage du système politique. C'est ça, ce verrouillage, parce que où sont les réformateurs? Il n'y a pas de liste de réformateurs. Justement, j'allais dire, les réformistes les plus modérés qui voulaient absolument participer comme candidats n'ont pas été habilités. Le président Rouhani, qui était président jusqu'en 2021, qui a été candidat aux élections
pour l'Assemblée des experts n'a pas été validé. Ça nous donne quand même des exemples assez patents pour montrer à quel point le champ politique est verrouillé et donc pourquoi les Iraniens iraient voter. Voter pour qui? Donc il n'y a que les gens du régime, les gens proches du régime, ceux qui voient leur intérêt, si vous voulez, satisfait par ce régime qui iront voter et pas les électeurs iraniens. Chérine Ardakani, est-ce qu'effectivement le mouvement Femmes, Vie, Liberté, ça se voit aujourd'hui dans le fait que les Iraniens ne vont pas voter? C'est ça? C'est un impact direct de ce mouvement? Oui, alors tout à fait. Moi, je pense que effectivement, ce que disait Azadeh est tout à fait juste. Le mouvement Femmes, Vie, Liberté est passé par là. Et il y a véritablement dans les rues de Téhéran et partout dans le pays une vague de désobéissance massive, généralisée. Vous dites massive, alors, malgré la répression. Malgré la répression, et qui se poursuit près de, en réalité, 18 mois après la mort de Jina Mahsa Amini. On a bien vu qu'après une phase de répression épouvantable, avec un bilan macabre qui aujourd'hui chiffre à plus de 600 morts, des milliers de personnes arrêtées avec des objecteurs de conscience essentiellement, donc c'est-à-dire des journalistes, des féministes, des intellectuels qui aujourd'hui croupissent dans les geôles iraniennes. Et bien malgré cette répression, le peuple iranien continue de se mobiliser, alors différemment. Au départ, c'était un mode de confrontation direct et on a vu que finalement le peuple était perdant puisque on a eu des forces de sécurité qui tiraient parfois à balles réelles et finalement le champ de la contestation s'est déplacé et de fait l'abstention devient une arme politique. Donc ça veut dire que le pouvoir ne peut pas véritablement donner ses propres chiffres à 100%, tricher par exemple sur l'abstention? Alors, si, naturellement. Bourrage des urnes fait partie de ce régime depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Mais jusqu'à un certain point. Je pense qu'on a l'élection présidentielle de 2021 avant même le mouvement Femmes et Liberté dont le taux de participation était le plus bas. C'est-à-dire que ça montre effectivement à quel point les Iraniens, les électeurs iraniens ne veulent plus de ce régime. Mais comment voulez-vous qu'ils le disent? Mais c'est un chiffre qu'ils ne peuvent pas maquiller. Comment? Le régime ne maquille pas ces chiffres, par exemple. Bien sûr que si, ils ont tout à leur disposition pour maquiller. Il y a eu tout un mouvement de contestation pour l'élection d'un président en 2009 qui n'était pas le président Mahmoud Ahmadinejad quand il a été réélu. Ça a donné lieu à quand même une vague de protestation massive parce que de toute évidence, le résultat n'était pas réaliste. Bernard Hourcade, mais oui, mais ce taux d'abstention reste quelque chose de significatif. Absolument. Et même si les chiffres sont adaptés, on voit très bien la réalité. Nous avons fait au CNRS, dans notre équipe de recherche, un atlas des élections depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui. Les élections, comme ça a été rappelé tout à l'heure, c'est une espèce de rituel de la République islamique. Ils sont très attachés à cela, c'est un rituel. Certaines fois, c'était vraiment un débat. Il y avait des gens qui étaient candidats, qui ont été battus, d'autres qui ont été reçus, avec surprise. Et souvent, l'élection iranienne était une surprise. Depuis un certain temps, il n'y a plus de surprise. Parce que l'essentiel pour le système, c'est de sauver le régime. Ce n'est pas de le faire fonctionner, c'est de sauver le régime. La priorité est là. Donc, on respecte le rite. Comme c'était dit tout à l'heure, il y a 52 candidats pour un poste. C'est magnifique. L'Iran est un grand pays démocratique. Sauf qu'on a éliminé tous les candidats qui n'étaient pas conformes. Et donc, c'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui, avec finalement un système qui se rétrécit de plus en plus. Les réformateurs ont été éliminés par Trump, qui finalement, en ayant cassé l'accord sur le nucléaire, a marginalisé tous ceux qui essayaient de faire des réformes, et donc c'est terminé. Et donc maintenant, on a un régime qui se rétrécit, mais qui est prêt aussi une bombe atomique, c'est quand le noyau explose. On est au noyau maintenant, est-ce qu'il va exploser? C'est la grande question. Amdam Mostafavi, justement, pour rebondir, l'Assemblée des experts, donc ça c'est l'autre assemblée, il faisait référence, Siavosh, qui fait l'objet de ces élections, 88 mollahs, donc tous religieux, donc cette assemblée doit être renouvelée pendant 8 ans, et là, cette assemblée, elle peut jouer un rôle crucial, puisque en cas de succession de Ali Khamenei, qui a 84 ans, donc eux joueraient un rôle important. Oui, alors il faut rappeler que donc, qui sont-ils d'ailleurs? Depuis le début de la République islamique, il y a 45 ans, il y a eu en fait 2 guides suprêmes, puisqu'il y a eu l'ayatollah Khomeini qui était le fondateur de la République islamique, et quand il est mort en 89, lui a succédé Ali Khamenei qui était très proche de lui. Donc ça fait longtemps quand même qu'on spécule sur la mort potentielle de Ali Khamenei, qui est censé être... Il a 84 ans, cancers, etc. Il y a eu beaucoup de candidats, j'ai vu beaucoup de candidats potentiels mourir depuis, et finalement, voilà, il est toujours là, mais néanmoins, on peut quand même supposer que dans les 8 années qui arrivent, il peut potentiellement lui arriver quelque chose. Alors, donc ces mots-là, justement, comment ont-ils été choisis? Ils vont être élus? Ces mots-là ont été choisis, Azadeh l'a rappelé, ils ont été choisis aussi comme des ultra-conservateurs, et tout le système est organisé pour que le fils de Ali Khamenei, Mojtaba, lui succède. Et donc en tout cas, d'après moi, les informations que j'ai eues, qu'on m'a données,
la plupart des personnes qui ont été choisies pour candidat soutiendraient sa candidature. Bernard Hourcade, sur cette succession potentielle de Ali Khamenei. C'est ça la question. Il faut d'ailleurs rappeler que c'est lui qui détient tout de même le pouvoir fondamental en Iran. Le pouvoir beaucoup suprême. Plus que le pouvoir suprême, beaucoup plus que l'Assemblée. On a constaté avec le mouvement des femmes au printemps qu'il n'a pas tous les pouvoirs. Il ne maîtrise pas toute la situation. Et même dans son propre camp, il y a des divergences extrêmement fortes. Et ce qu'il faut voir aujourd'hui, l'Assemblée des experts, ce sont des religieux d'un côté ou de l'autre, mais des nuances. Ce n'est pas eux qui vont choisir le futur guide. Ils vont voter pour quelqu'un, mais qui aurait été déterminé par un rapport de force extérieure. On lui dira, vous votez pour monsieur un tel. Qui dira, vous votez pour un tel? C'est la grande question. Et ces élections législatives vont peut-être montrer comment, dans le camp conservateur, quelles sont les forces et les sous-forces qu'il y a pour voir qui va être le plus fort pour essayer de proposer le futur guide dans 1, 2, 3 ou 5 ans. Un mot, mais je ne pense pas qu'on peut continuer cette conversation sans évoquer les gardiens de la Révolution qui sont au centre aussi. Les gardiens de la Révolution, c'est l'armée parallèle du régime, l'armée idéologique en fait, qui est essentielle et qui justement est proche du fils du guide suprême et qui aura un rôle majeur dans le choix justement de ce candidat. Ils sont partout et eux votent pour le coup, enfin eux sont vraiment dans le système. Un mot justement pour terminer sur Ali Khamenei, vous avez fait une interview à Mme Mostafavi dans l'Express justement sur un expert qui s'appelle Abbas Milani, qui est directeur du programme Iran à Stanford, et il dit, lui, la domination de l'islam sur le monde est arrivée pour Ali Khamenei. Donc il y a une idéologie du côté d'Ali Khamenei qui dit que c'est l'islam qui gagne, que la domination de l'islam sur le monde est arrivée. Ce n'est que la théorie de toute façon de la République islamique et de même de ce qu'on a, enfin de l'idéologie qui est que en gros l'histoire en fait va dans le sens de l'avènement de l'islam et c'est comme ça qu'ils pensent le monde et on a voulu montrer que c'est cette lecture-là du monde qui anime le guide suprême aujourd'hui en Iran. Donc il y a une idéologie cohérente du côté justement du guide suprême. Absolument. Il y a une idéologie anti-américaine, idéologie de l'islamisation. En fait, c'est une idéologie qu'on voit dès le début de la Révolution, sauf qu'un certain nombre d'autres dirigeants iraniens, comme Rafsanjani par exemple, puis Khatami, voire même Rouhani, se sont rendus compte que c'est une idéologie vouée à l'échec. Donc ils n'ont pas nécessairement poursuivi, si vous voulez, l'application de cette idéologie, alors que Khamenei est toujours derrière pour dire, il se prend pour déjà le leader du monde musulman, hein, c'est ça qu'il faut dire. Et bien évidemment, alors que son autorité n'est même pas acceptée par les chiites du monde, regardez à côté en Irak, c'est Ali el-Sistani qui est la grande autorité religieuse et qui rejette l'autorité religieuse du guide iranien, etc. Donc il y a effectivement cette idéologisation. Et donc aussi l'anti-américanisme du régime, je pense, est une idéologie. Ça n'est pas une stratégie, c'est une idéologie tant que Khamenei, et pas seulement Khamenei, sa maison, ce qu'on appelle la maison du guide est au pouvoir, c'est-à-dire 5000 personnes autour de lui partagent tant bien que mal cette même idéologie. Donc, vous voyez qu'avec la succession d'un autre guide, ça ne va pas changer grand-chose, sauf que le fait est que les Iraniens rejettent l'ensemble du régime sans ou avec le guide. Un mot justement sur le mouvement Femmes-Vie Liberté, Chirine Ardakani, puisque vous représentez justement Narges Mohammadi, donc le redit prix Nobel de la paix 2023. Elle n'a pas pu se déplacer, bien sûr, pour récupérer son prix, qui sort de ce livre de témoignages, Torture blanche. Ce livre, d'ailleurs, est-ce une sorte de mouvement de résistance ? Alors évidemment que ce livre témoignage donc, qui a été fait lors d'une permission de Narges Mohammadi, puisque on le rappelle, hein, c'est une militante des droits humains qui s'est battue contre la peine de mort, qui a été d'ailleurs massivement utilisée l'année passée, un record de pendaison, plus de 600 pour la seule année 2023, qui a été marqué par comme arme en fait pour mater la dissidence, hein, parce que c'est aussi ça le régime de la République islamique. C'est un régime qui s'emploie depuis en réalité son origine à utiliser cette peine de mort pour disqualifier quiconque politiquement, en réalité, est un opposant. Et donc, Narges Mohammadi, lors d'une permission, puisqu'elle a alterné en réalité la détention pour ses combats, eh bien, a pu recueillir le témoignage de l'ensemble des prisonniers d'opinion qui ont livré leur témoignage sur ce que c'était que la torture blanche. La torture blanche, c'est les séquelles invisibles que laisse en réalité l'isolement en détention, la privation de ses proches, le fait de ne pas pouvoir être visité par son avocat, et finalement le fait d'être dans des cellules de 3 mètres carrés avec un certain nombre d'humiliations. Et c'est les séquelles finalement que vont en garder les prisonniers politiques. Donc c'est un acte de résistance en fait. C'est évidemment. Et elle parvient tout de même, parce qu'elle voulait retourner en Iran, son mari et ses enfants sont à Paris, n'est-ce pas ?
Alors, elle n'a jamais quitté l'Iran et c'est d'ailleurs ce qui fait... Elle n'a jamais quitté l'Iran. Elle n'a jamais quitté l'Iran et je crois que c'est ce qui fait aussi la singularité finalement des prisonnières politiques. Et ce n'est pas seulement Narges Mohammadi, on a un certain nombre de grandes prisonnières politiques qui se sont justement illustrées par le fait qu'elles souhaitaient être au combat en Iran. Et que finalement, l'exil, quand évidemment il est toujours subi, mais que l'exil, c'est aussi se couper d'une partie de ce que c'est que la résistance en Iran. Et tant qu'elles le pourront, eh bien, elles resteront aux côtés de ceux qui se battent, y compris dans les prisons iraniennes. Madame Mostafavi, oui. On a beaucoup parlé de Alexei Navalny récemment et je pense que les prisons iraniennes sont remplies d'autres Alexei Navalny et notamment de femmes, de combattantes. Ce sont les mêmes méthodes, en fait, vous feriez un parallèle entre ce qui se passe en Russie et ce qui se passe en Iran? En tout cas, en termes d'idéologie et de façon de gérer la population, il y a énormément de parallèles qui peuvent être faits entre la Russie d'aujourd'hui, de Poutine, et l'Iran de Khamenei. Oui, je crois que le livre qui va paraître montre une réalité que l'on connaît hélas depuis 45 ans en Iran. Une anecdote, un ami qui a passé quelques mois dans une de ces cellules avec la lumière qui est en permanence, et me dit la cellule faisait 1m80. Il me dit, moi j'avais 1m70, je pouvais tenir allongé. Il me dit, toi tu fais plus de 1m80, je pense aux gens qui font plus de 1m80 dans une telle cellule. On ne pouvait plus étendre les jambes. Et donc, ce genre de choses, c'est bien connu. Et donc, un livre, maintenant, à une certaine audience, rappelle ces vérités. C'est hélas utile. Torture blanche, utile. Azadekian. Oui. Je dirais utile, ça n'est plus utile pour le régime parce que la preuve en est que vous avez de nombreux prisonniers politiques qui ont été torturés de cette façon-là, voire physiquement. Vous avez au moins 47 jeunes femmes qui ont été violées, issues du mouvement Femmes et Liberté, qui ont été violées, plusieurs se sont même suicidées après la libération, et pourtant la résistance continue. Donc en fait, ce sont effectivement des tortures physiques ou blanches, etc., mais qui sont exercées sur les prisonniers politiques afin d'intimider, si vous voulez, les contestataires, mais ça ne fonctionne pas, et je pense que Narges Mohammadi, Nasrin Sotoudeh, et j'en passe et d'autres, et la liste est longue, sont là pour nous le démontrer. Mais justement, Shirin Ardakani, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle continue à lutter, elle continue à croire qu'il va y avoir un changement? Alors, justement, c'est intéressant. D'ailleurs, vos confrères du Monde demain mettent en une le message de Narges Mohammadi qui dit « Le peuple iranien a tourné la page du régime islamique ». Et en réalité, quand ces prisonnières politiques disent ça, ça ne veut pas dire que c'est la révolution demain. Ça ne veut pas dire que le régime islamique, qui est quand même un régime qui est assez audacieux dans sa manière finalement de réprimer, ça fait 45 ans qu'il est là, ça veut bien dire qu'effectivement, il a un arsenal à sa disposition qui est là pour casser en réalité la dissidence. Ce qu'elles disent en réalité, c'est qu'il y a eu une révolution culturelle qui s'est faite dans les mentalités. Ce que dit Sepideh Golian, qui est une journaliste incarcérée à Evin, c'est la génération Femmes, Vie, Liberté ne rentrera plus dans le jeu de la mascarade de la République islamique. Et d'ailleurs, elle s'érige contre la pensée despotique. C'est véritablement un mouvement culturel plus large, finalement, qui fait que ce régime n'est plus légitime politiquement aux yeux de la majorité de la population. Mais Bernard Hourcade, que se passe-t-il du côté du régime iranien face à un mouvement culturel? Vous veniez d'expliquer justement qu'il était de plus en plus verrouillé, ce régime. Exactement. Ali Khamenei disait que c'est le triomphe de l'islam. C'est exactement le contraire. On constate l'échec de l'islam politique actuellement. Et donc, il est un peu à essayer de dire non, j'ai réussi, parce que 40 ans de sa vie, il a finalement échoué. Parce qu'effectivement, les populations, il n'y a pas qu'en Iran, disent l'islam, nous respectons l'islam comme religion, mais l'islam qui règle la vie politique et le détail de la vie des gens, c'est pas acceptable. Et donc, on est à cette phase très intéressante ou dramatique en Iran, d'un pays qui a fait 45 ans de république islamique, de régime politique. C'est le seul pays moderne, souhaité développer. Voyons le résultat. Et aujourd'hui, je suis toujours un peu pessimiste en disant « Femmes, vie, liberté, les Iraniens sont contre le régime ». Ça, on est d'accord. Mais comment faire éclater le noyau dur? Et aujourd'hui, on est face à un noyau très dur qui est en pleine, avec des amis de 45 ans, qui se connaissent bien, qui savent toutes les atrocités qu'ont commis les uns et les autres. Et ce noyau dur peut être extrêmement dur pour la société, parce qu'ils ne vont pas se tuer entre eux. Mais ils vont prendre des gens en otage dans la société pour être encore plus radicaux les uns que les autres, et en se combattre dans le champ de la société iranienne. Et donc on peut avoir maintenant, après ces élections, cette bataille à l'intérieur du noyau, dont les victimes seront peut-être les Iraniens.
Donc il peut y avoir une sorte d'explosion du système au sein justement de ce noyau dur, ça serait ça, Mostafavi ? En fait, il faut quand même se rendre compte qu'il y avait évidemment un certain nombre de personnes qui bénéficient du fait que ce régime existe. Donc certains le défendent pour des raisons idéologiques, certains le défendent pour des raisons financières, parce qu'on parlait des gardiens de la Révolution, ils ont quasiment la main sur toutes les entreprises majeures du pays, donc il y avait évidemment beaucoup de corruption, beaucoup de détournements, donc il y a eu des raisons financières légitimes à soutenir légitimes pour eux à soutenir le régime, et ensuite il y en a qui ont des raisons existentielles, qui occupent des emplois, qui des fonctions, qui pensent que si le régime tombe, eh bien ils perdront leurs avantages. Donc c'est aussi le paradoxe, mais je pense qu'on l'a évoqué, il y a une fracture générationnelle, et il y a en fait la démographie fait que au bout d'un moment, cette nouvelle génération qui a envie qui ne croit plus justement à cette idéologie. Voilà, on ne sait pas si ça ne se fera pas en 2 jours, mais voilà, la population iranienne est jeune, elle est connectée, elle est ouverte, elle a envie, elle connaît le monde. Et aujourd'hui, le tabou du voile, qui était quand même très important, qui était constitutif de l'idée de ce que qu'était la République islamique, ce tabou, il est tombé. Il est tombé dans l'esprit. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle du voile à Zadekian, les femmes peuvent tout à fait ne plus le porter, mais il y a tout de même, vous dites, un gap de génération, là, non ? Probablement entre les jeunes filles. Elles sont obligées de le porter. Il y a la loi encore, et elles sont toujours arrêtées, malmenées. C'est la résistance de ne pas porter le voile. C'est une résistance. D'ailleurs, pas que les jeunes femmes. Elle touche les jeunes ou pas ? Les jeunes femmes en particulier. Les jeunes femmes en particulier, mais pourquoi ? Parce que la population iranienne est relativement jeune par rapport à la population française. Mais sinon, il y a aussi des femmes moins jeunes qui refusent aussi de porter le voile. Donc c'est ça qui serait nouveau. Subissent les conséquences. Donc, ce qui veut dire, effectivement, est-ce que le voile est le symbole idéologique du régime en refusant de le porter ou de le mal porter, on est en train de dire au régime, je ne veux pas de ton idéologie, je ne te veux pas. C'est-à-dire que je voudrais dire aussi qu'il y a récemment un sondage très intéressant en secret dont les résultats sont quand même gardés secrets, mais ont été révélés récemment. 73% des populations en Iran sondées se disent contre l'islam politique, 73%. Et une majorité de la population est pour la liberté pour les femmes de porter ou non le voile, c'est-à-dire liberté de choix pour les femmes. Donc énorme. La société change. C'est le régime, c'est le ministère de l'Intérieur qui a fait ce sondage. C'est pas, je ne sais pas quel institut de sondage, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc ça vous montre à quel point cette société iranienne dépasse le régime, ses institutions, ses lois et ses préceptes. Et pour autant, le régime se renforce. Oui, et pour autant, le régime se maintient avec la terreur, se maintient évidemment avec la répression et avec une idéologie, et c'est ce que disait effectivement tout à l'heure M. Ourcade, c'est que 45 ans d'islam politique a réussi finalement à désislamiser, ou en tout cas à faire en sorte que la population aujourd'hui est convaincue qu'il faut un sécularisme dans la société, et il faut même une séparation entre la loi religieuse et la loi civile. La loi religieuse telle qu'elle est conçue aujourd'hui en Iran est une loi patriarcale qui infériorise les femmes et qui postule qu'une femme vaut en droit moins qu'un homme et qui la ramène au domaine domestique. Et c'est en ça qu'il y a une révolution aujourd'hui culturelle. Oui. Les femmes refusent de se voir assignées à une condition qui est juridiquement inférieure. Bernard Ourcade, pour parler justement de la puissance iranienne, parce que c'est ce qu'utilise bien sûr aussi le régime. On sait donc que ces élections ont lieu sur fond d'escalade au Proche-Orient, la guerre entre Israël et le Hamas, l'escalade entre les proxys iraniens, donc comme le Hezbollah par exemple et Israël d'un côté, mais aussi les Houthis et les États-Unis. L'Iran fait partie de manière revendiquée de cet axe de résistance, comme il l'appelle, avec le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Quelle est la stratégie de l'Iran ? Et finalement, est-ce que ce n'est pas un discours de puissance face à ce qui se passe ? Il y a cette société qu'on voit qui évolue, et de l'autre côté, il y a cet affichage d'un discours de puissance. L'Iran, aujourd'hui, a un héritage de terrorisme, de déstabilisation régionale, de création de groupes multiples pour s'opposer à l'Arabie saoudite ou à l'Occident d'une façon générale via Israël, etc. C'est bien connu. 45 ans d'héritage de ce type-là. Or, les gouvernants iraniens qui veulent sauver le régime à tout prix, comme ça a été dit tout à l'heure, parce qu'ils ont leurs intérêts, leur argent, leur puissance, etc. Il faut sauver le régime. Ils se rendent compte aujourd'hui que cet héritage négatif est extrêmement lourd à porter, parce qu'ils ne peuvent plus résister. Parce qu'en Iran, ils se rendent compte que la société est vraiment contre eux.
Et un gouvernement, même dictatorial, ne peut pas se payer le luxe d'avoir une opposition systématique dans tous les secteurs. Il faut trouver une solution. Et actuellement, l'autre événement important qui s'est passé, c'est le 10 mars 2023, la Chine oblige l'Arabie saoudite et l'Iran à arrêter leur guerre. C'est-à-dire à arrêter les conflits au Yémen, mais aussi en Irak, les conflits partout, Iran, Arabie saoudite. Elle ne l'oblige pas, elle a joué une sorte de rôle de médiateur. Non, mais il leur a dit concrètement, arrêtez vos divergences, j'ai besoin, moi, d'acheter le pétrole et le gaz tranquillement. Et donc, il y a une volonté de l'Iran aujourd'hui d'intégrer les BRICS, c'est-à-dire d'être un pays sérieux, tiers-mondiste, avec des pays extrêmement honorables. Oui, mais est-ce qu'elle ne réussit pas cela, justement? C'est ça l'enjeu. Et aujourd'hui, la division, elle est là aujourd'hui. Entre un certain nombre de gens en Iran, y compris les gardiens de la Révolution, qui sont partout, donc il y en a de tous les côtés, qui disent, pour sauver la République islamique, il est important d'arrêter ces guerres terroristes, cet axe du mal. Parce que ça nous a mené aujourd'hui à avoir 80% de la population contre nous et on ne tient plus. On ne tiendra pas encore 50 ans. Donc, trouvons un accord avec les Saoudiens, avec les Chinois, à terme avec les Américains, avec Israël, pour trouver un modus vivendi. Certains pensent ça en disant c'est vital. D'autres disent absolument pas. Il faut absolument continuer la guerre contre Israël, contre les États-Unis et contre les femmes. Ce fameux axe du mal. Oui, on voit quand même depuis le 7 octobre, justement, et c'est ce qu'on a voulu souligner dans notre dossier aussi cette semaine avec ce titre, c'est qu'en fait, depuis le 7 octobre, la tendance, justement, qui veut étendre la guerre dans la région, clairement, enfin pour nous, à gagner parce que évidemment l'Iran a très peur évidemment d'une guerre sur son sol. Donc l'idée c'est de tout faire. La multiplication de ces États affiliés, de ces groupes affiliés, c'est faire en sorte que la guerre se passe partout, sauf chez eux. Donc aujourd'hui, on voit bien que les États-Unis ne veulent pas non plus se laisser entraîner dans une guerre. Ils sont très frileux sur l'idée d'avoir une guerre avec l'Iran. À tel point que, alors que tous les groupes affiliés à l'Iran harcèlent les soldats américains, on a vu en Jordanie, on l'a vu en Syrie, on a vu en Irak, les Américains hésitent sur la façon de riposter parce qu'ils ne veulent pas justement se laisser entraîner dans le conflit. Mais ça fait partie de la stratégie iranienne, de se dire, voilà, ils sont présents partout, ce qui les rend un peu inattaquables aussi. Azadeh Khan, ils sont présents partout, mais c'est vrai que d'après le New York Times et le Washington Post, l'Iran essaye de contenir cette escalade avec les Américains, en tout cas en Irak et en Syrie. Tout à fait. Écoutez, quand on parle des proxys du régime, je pense que Hashd al-Shaabi et Kataib Hezbollah, c'est-à-dire les groupes de proxys, sont des vrais proxys dans le sens où ils obéissent aux ordres venus du régime islamique. En revanche, les Houthis ont leur propre agenda national. Le Hezbollah libanais a son propre agenda national. Ils ne sont pas à l'ordre de l'Iran, même s'ils profitent à la fois financièrement, militairement, etc., de régime islamique. Et donc, le régime a effectivement pu faire pression sur Kataib el-Hezbollah et Hashd al-Shaabi irakien de ne plus attaquer les bases américaines et les soldats américains. Pourquoi? Parce que justement, vous savez que Biden avait fermé les yeux sur la vente de pétrole iranien, alors même que les sanctions états-uniennes contre le pétrole iranien continuent. Au dire des dirigeants iraniens eux-mêmes, cette année, par exemple, ils ont vendu pas loin de 2 millions de barils de pétrole, alors que les sanctions sont là. Il y a encore 2 ans, ils ne vendaient que 300 000. Mais donc ça, c'est du contournement de sanctions, enfin, parce qu'ils ont... Non, pas du tout. C'est-à-dire que les Américains savent pertinemment comment ils contournent. Même si moi, je le sais, c'est que les Américains le savent aussi, sauf qu'ils ont fermé les yeux. Et en fait, en contrepartie, les Iraniens, le régime islamique, avait promis de ne pas de contrôler ces groupes de proxy. Ça n'a pas été le cas. Et donc, parce que, comme Bernard Urcade l'a expliqué, il y a aussi des dissensions au sein des gardiens de la Révolution, au sein de l'armée Al-Quds, etc., la branche extérieure des gardiens. Donc, ce qui a fait que récemment, les États-Unis ont dit « Ok, vous n'avez pas respecté le pacte, on va imposer de nouvelles sanctions. » Et c'est là que les Iraniens ont dit « Non, attendez, on va les calmer. » Et ils sont en train de les calmer. Mais leurs Houthis de Yémen n'ont pas écouté. Parce que les Houthis ont leur propre agenda. Voilà. Chirine Ardakani, sur cette question. Oui, alors sur cette question, moi je crois qu'il y a un grand absent. Je suis avocate, je fais évidemment des droits humains. La question, c'est que fait la communauté internationale dans la diplomatie des droits humains? Parce que finalement, ce que disaient effectivement mes collègues, c'est qu'on a une diplomatie du rapport de force violent, du chaos, de déstabilisation de l'ordre mondial par l'Iran. C'est quand même assez reconnu par toute la communauté internationale. Et néanmoins, le rapport de force
et du côté de l'Iran. Et moi, je pose la question, et les droits humains dans tout ça? C'est-à-dire que... Quand vous dites que le rapport de force est du côté de c'est-à-dire qu'il reste à la table globalement quand même comme interlocuteur. On compte d'ailleurs même sur l'Iran pour faire d'une certaine manière l'intermédiaire. Et on l'a dit tout à l'heure, manifestement, pour venir justement endiguer la situation pour pas trop que ça dégénère. Ça veut donc dire que l'Iran a les cartes en main dans la région et qu'il est vu comme un interlocuteur. Je termine peut-être là-dessus. Il y a quand même, à l'heure où on se parle, un Conseil des droits de l'homme en marge à l'ONU où le 18 mars prochain, les experts d'une mission d'établissement des faits, donc d'une mission indépendante de l'ONU, va rendre ses conclusions sur des possibles crimes contre l'humanité commis par les Iraniens. Et ça, au banc des nations, devant l'intégralité des représentations nationales. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? La communauté internationale, elle doit alourdir encore les sanctions? Donc la question, c'est de savoir jusqu'où on va. On a un interlocuteur politique qui est désigné comme étant un déstabilisateur de l'ordre mondial, et tout à la fois, on le met au banc des accusés en matière de violation grave des droits humains. Et je crois que ça ramène finalement à l'incapacité aujourd'hui de la communauté internationale de sanctionner les criminels de guerre et tous ceux qui ne respectent pas les droits humains. On le voit avec l'Iran, on le voit avec Poutine, et finalement, on le voit avec tous les régimes qui commettent des violations graves des droits humains. Bernard Fourcade, vous parliez justement de division au sein du camp, au sein du régime iranien. Il y avait eu des échanges avant justement le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Il y avait eu des échanges de prisonniers américains en Iran. Et il y avait eu également un contre-transfert de 6 milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens. Donc on avait l'impression qu'il y avait une forme de détente, effectivement, entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça n'est tout de même plus le cas depuis justement cette guerre? Les efforts de détente, ce que disait Zadekian sur le fait que l'Iran s'est engagé à ne pas attaquer les bases américaines, ces échanges ont toujours existé. Mais aujourd'hui, la guerre de Gaza met le feu à tout cela, fait exploser tout cela. Et on a constaté que l'Iran, qui avait une tradition d'agressivité à n'en plus finir, c'est que cette agressivité peut se retourner contre l'Iran tout de suite. Ne pas oublier que les généraux argentins ont perdu le pouvoir après l'échec de la guerre des Malouines. Et donc, comme vous le disiez, l'Iran ne veut absolument pas qu'il y ait une guerre frontale. Mais ils sont embarqués dans cette logique-là, à l'intérieur. Et donc, il y a effectivement, jusqu'à maintenant, l'Iran, au contraire, est un des pays, parce qu'il a les armes en main, il avait tous ses proxys, et est obligé aujourd'hui de les contenir. Et ce n'est pas facile à contenir. Qu'à voir les Houthis, ils ne respectent pas la règle du jeu, parce qu'ils ont leur propre agenda. Et donc, l'Iran est empêtré dans cela. Et ces contradictions sont à gérer non pas par une opposition démocrate et conservateur en Iran, mais par les conservateurs qui sont au pouvoir et qui se connaissent bien et qui ont tout fait pour poser des attentats ici et là. Et aujourd'hui, il faut s'arrêter. Comment arrêter une machine qui est lancée à toute vitesse? Ils sont confrontés à cela. C'est pour cela que la question à cette élection de savoir quels sont les ingrédients éventuels qui peuvent faire exploser le noyau, c'est une des questions qui se pose. C'est la seule question que je me pose. Et quels sont-ils, ces ingrédients, selon vous? Les ingrédients, un certain nombre de gens qui, effectivement, ils sont tous gardiens de la Révolution, de toute façon, mais un certain nombre de gens qui disent qu'il faut privilégier les notions nationales, l'Iran comme un grand pays puissance régionale. Et pour cela, ils sont où ces gens? Juste terminer, je vous fais réagir ensuite. C'est un peu, disons, les technocrates du genre de ils ont été éliminés, tu le sais très bien. Larijani n'a pas reçu l'habilitation la dernière fois pour participer à la présidentielle. Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Mais ils sont des personnages importants qui peuvent contribuer à l'éclatement du noyau. On va voir. Pardon. Voilà. Moi, je pense qu'il faut parler. Donc vous êtes en désaccord? Vous ne pensez pas justement qu'il y a dans cette espèce de marmite une opposition qui pourrait faire tomber Non. Opposition. Écoutez, ce que je déteste. Ils se détestent. Non. Je pense que ce qu'on voit, le signe et les signaux envoyés, c'est le verrouillage, comme je l'ai dit, du système. Oui. Davantage de verrouillage. C'était déjà verrouillé. De sorte que même les conservateurs dits modérés, comme Larijani, justement, ancien président du Parlement, comme le Rouhani, l'ancien président, n'ont pas été habilités. Ce qui veut dire quoi? Vous restez en dehors de ce système et donc vous pouvez, à la rigueur, jouer le rôle des opposants, mais si vous parlez trop, on va vous emprisonner aussi. Et donc, le noyau dur aujourd'hui est constitué des durs qui se maintiennent par la barbichette. Et donc, il n'y a que la pression de la société. Et moi, je vais dans le sens aussi de Chirine pour dire société communautaire internationale, en tout cas ceux qui prétendent défendre les valeurs de la démocratie, valeurs d'égalité homme-femme, valeurs de laïcité, qui doivent soutenir cette population iranienne qui est en train de se battre pour les mêmes valeurs. Mais comment Azadikian, comment? On va vous dire comment. Je vous laisse la parole, Chirine, et après je...
Alors, sur comment, je vais prendre un exemple très concret. En avril prochain, justement, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dans lequel il y a des représentations permanentes de tous les États, vont devoir voter sur renouveler ou non la mission d'inspection indépendante de l'ONU pour savoir si on continue les investigations sur les possibles crimes contre l'humanité. Bon, il y a un certain nombre d'États, d'ores et déjà, dont parfois des États occidentaux. L'Allemagne a revu sa position, par exemple, mais on dit non, c'est bon, on ne va pas voter en faveur du renouvellement. Bon, bah là, typiquement, c'est quand même assez inquiétant, parce qu'on se dit, mais attendez, il y a des suspicions... Ce n'a pas une portée symbolique, ça? Ah bah non, une commission internationale qui enquête sur des possibles crimes contre l'humanité, la suite logique, c'est de traduire les auteurs de ces exactions devant une cour pénale internationale, possiblement. Alors effectivement, la question de la lutte contre l'impunité peut interroger quand on sait que, par exemple, Poutine a un mandat d'arrêt international, mais qui continue effectivement sa guerre tranquillement. Effectivement, là, ça pose du coup la question de l'effectivité du droit international. Mais justement, ça, ce serait intéressant d'avoir ce débat, de se dire, mais comment ça se fait que la moitié du monde est en guerre et qu'à aucun moment on se pose la question de la lutte contre l'impunité par le droit et par le respect du droit international. C'est quand même assez intéressant que personne finalement ne s'interroge sur ce que ça signifie. Un mot sur le programme nucléaire, puisqu'on parlait justement de... Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? Oui, mais on n'a plus beaucoup de temps. Allez-y, Azadeh. C'est de geler les avoirs des tenants du régime, 5000 personnes. On a la liste de 5000 personnes, des tenants du régime et leurs familles qui se trouvent en Europe, aux États-Unis, au Canada. Il faut geler leurs avoirs. Ce n'est pas déjà le cas, Azadeh? Non, c'est absolument pas le cas. Écoutez, c'est tout, une fois par mois ou tous les 2 mois, les Américains donnent un nom pour dire on ne leur donne pas le visa pour venir aux États-Unis. Merci, c'est vraiment très gentil, mais donc pour vous, il faut être plus... Et on nous dit, non, on a posé la question, on nous dit quoi? On nous dit, mais ça, c'est pas possible. Parce qu'il nous faut des lois, etc. Bah, votez des lois. Votez des lois. Ça, par exemple, ça va être très efficace pour davantage fragiliser les tenants du régime et aussi augmenter la dissension en leur sein. Parce que ce sont des gens aussi qui sont hyper corrompus. Je pense que ça, c'est aussi l'une des choses que la communauté internationale, que l'Europe et les États-Unis et le Canada peuvent faire. Mais ils ne le font pas. Hamda Mostafavi, alors sur ce programme nucléaire iranien, donc on sait que Trump était sorti des accords de Vienne, ça c'était en 2015, et depuis... Les accords étaient en 2015 et Trump... Les accords étaient en 2015, il est sorti, lorsqu'il était président des États-Unis, et selon l'AIEA, Téhéran a fortement augmenté ces derniers mois son stock d'uranium enrichi. Les stocks s'élèvent à plus de 27 fois la limite autorisée par l'accord international de Vienne, justement, de 2015, un accord qu'on peut dire caduc. Point d'interrogation. En tout cas, l'Iran dispose de suffisamment de matière pour fabriquer plusieurs bombes atomiques. Ça, ce sont les conclusions de l'AIEA. Oui, alors ils ne sont pas non plus la semaine prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a plus de visibilité, en fait. Parce que depuis le fait d'être sorti de l'accord, il n'y a pas... Les inspections se font... au compte-gouttes, enfin, ils ont beaucoup plus de capacité. Et surtout, ils ont la capacité de garder tout le monde dans le noir pour justement avoir un levier de négociation. Et c'est d'ailleurs, je pense, une partie des raisons pour lesquelles les gardiens de la Révolution ne sont pas sur la liste des organisations terroristes en Europe, pour lesquelles les avoirs ne sont pas gelés, parce que les Européens, les Occidentaux, à tort ou à raison, veulent garder un levier de négociation avec l'Iran, en se disant qu'ils ne veulent pas se réveiller un matin avec la bombe atomique dans la région. Bernard Bourcade. Trump dans Parce qu'évidemment, le discours iranien, du régime iranien sur cette question du nucléaire est un peu ambigu. Il nie d'ailleurs vouloir construire la bombe, mais il y a des politiques, en revanche, tout de même en Iran, qui sont beaucoup plus alarmants. Donc, qu'en est-il en fait ? L'Iran veut être sur le seuil. Une bombe atomique, ça coûte cher politiquement. Si vous êtes un pays doté d'armes nucléaires, c'est très compliqué. Mais l'Iran, aujourd'hui, grâce à Trump qui a cassé l'accord, a effectivement de quoi faire plusieurs bombes atomiques et il a bien réussi. Donc l'Iran, on sait son génie industriel et technologique. Ils ont des missiles remarquables dont ils seront capables, le jour où ils le désirent, de faire une bombe atomique mécaniquement qui explose dans un délai assez bref. C'est une réalité qui fait que l'Iran essaie de rentrer dans la cour des grands. Et cette menace iranienne, elle est tout à fait objective aujourd'hui. Et donc ça fait partie des ingrédients qu'il y a, sauf que le gouvernement iranien dit « non, je suis contre la bombe atomique ». C'est un discours qu'ils peuvent tenir, mais ils savent très bien qu'avec ce discours, ils ont une bombe au frigo qu'il faut animer et qu'ils peuvent avoir chaude quand ils voudront dans un délai assez rapide. Et on l'a expliqué, le but étant la préservation du régime, ça fait un levier évidemment. C'est un des leviers de préservation du régime que cette question... Ou d'échec du régime.
ou d'échec? D'échec en ce sens qu'un pays qui est ainsi, qui est à la marge des lois internationales, qui ne respecte pas les lois internationales, c'est une pression internationale plus forte qui n'est pas en faveur d'un pays qui est assez faible. Mais moi, je me demande quand même si la Chine et la Russie, et surtout la Russie, avec laquelle l'Iran, le régime islamique, a des relations très, très cordiales, très proches, seraient d'accord pour voir un Iran atomique. Et à mon avis, non. Ils sont contre. Poutine est contre, les Chinois sont contre. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les Iraniens n'ont pas encore fabriqué une bombe atomique, même si technologiquement, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Merci beaucoup. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur ces élections en Iran qui ont lieu demain. Merci beaucoup à Zadeh Kian. Merci Chirine Ardakani d'avoir été avec nous. Amdam Mostafavi, merci beaucoup. Merci Bernard Ourcade. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24 et à demain.